Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors, Monseigneur, la semaine dernière, vous nous aviez adressé un message depuis le sud de l'Italie où vous étiez parti sur les traces de Padre Pio. On ne reviendra peut-être pas sur cet événement-là. En rentrant, vous avez rencontré la communauté de l'Arche, la Merci, qui fête ses 50 ans de présence en Charente. Nous en parlerons avec Éric de Vautour dans la deuxième partie de cette émission. Cette semaine, il y avait aussi le conseil épiscopal avec les doyens. Et puis, vous nous parlerez du Monseigneur Ricard, qui il y aura une messe d'action de grâce pour son ministère épiscopal dimanche. Vous nous direz un mot sur Monseigneur Ricard. Quand même un petit mot, Padre Pio, comment vous revenez? Eh bien, on revient, j'espère que je suis changé. Si on revient pareil qu'en partant, c'est pas la peine de partir en pèlerinage. Mais un bon groupe, tout s'est bien déroulé, aucun problème, je sais pas moi, de transport ou de personnes malades ou autre. Donc déjà, c'est un bon point. Et puis ensuite, heureux de pouvoir avoir... il y avait trois temps. Il y avait le lieu Lanciano, qui était un lieu de miracle eucharistique. Et puis les lieux de vie du Père Padre Pio, sa ville natale et là où il a exercé la majorité de son ministère. Et nous avons terminé par le Mont Cassin avec Saint-Benoît. Donc on a vraiment bien rentabilisé notre temps et des lieux très intéressants pour pouvoir prier et méditer également sur la mission de l'Église aujourd'hui, en particulier avec l'accueil des plus pauvres. Peut-être un lien avec... bon, c'était surtout les malades, mais le monde du handicap aussi, et tout type de handicap. Le monde du handicap dans lequel vous étiez plongé en rentrant mardi dernier, puisque vous avez rencontré la Merci et les foyers de l'Arche en Charente. On en reparle tout à l'heure. Le conseil épiscopal avec les doyens, ça s'est donc c'est déroulé très régulier, comme vous le savez, en particulier mercredi, oui, avec les doyens, donc les 5 doyens des 5 doyennés. En gros, c'était une rencontre très importante, intéressante, où nous avons en particulier regardé un petit peu l'état des lieux des plans pastoraux de doyennés. Alors, certains l'ont écrit, publié, d'autres c'est un peu en cours. Et puis en même temps, c'est quelque chose de très pratique, ça veut dire à partir des orientations et des axes missionnaires, comment mettre 1 ou 2 points ou 3. Alors, il y en a qui sont communs, comme par exemple... nous avons décidé, ça c'est contenu dans la lettre pastorale, une étude un peu... on invite tous les chrétiens à s'approprier davantage la joie de l'Évangile. Donc chaque doyenné fait des propositions dans ce sens-là. Comme chaque doyenné, par exemple, va faire aussi une proposition en ce qui concerne une information sur les lois de bioéthique. Donc ça fait des choses très concrètes comme celle-là, et puis d'autres où c'est plus propre à certains doyennés. Je pense pourquoi pas un genre de conseil pastoral de jeunes, ou alors, ça peut être très concret. L'idée, c'est de faire des choses un peu concrètes et de les signifier dans un plan pastoral de doyenné. Et puis nous avons... C'est-à-dire que dans chaque doyenné, on pourrait refaire comme une petite maison diocésaine où l'on retrouve les mouvements, les services? Pas tout à fait ça. Ah non. L'idée, c'est qu'en fait, il y a des orientations diocésaines, il y a une feuille de route pour la mission, il y a une lettre pastorale, et c'est valable pour tout le monde, et comment, justement, ces axes et ces lettres pastorales se déclinent en fonction du local. Donc, il y a des choses qui sont communes et des choses qui sont propres à chaque doyenné. L'idée, c'est pas de dire ce qu'il faut que vous fassiez, à vous de savoir ce qu'il faut que vous fassiez en fonction des orientations que nous avons données. Voilà, donc ça, c'était un premier point important, et puis c'est jamais terminé, donc on tient compte aussi, bien sûr, de la réforme, je vais dire, territoriale, avec du rassemblement de certaines paroisses. C'est pas terminé, donc il faut que nous continuions dans ce sens-là. Voilà, et puis... comme c'est annoncé également dans la lettre pastorale, on essaye d'être concret sur l'organisation de visites pastorales de paroisse. C'est-à-dire que avec une petite équipe, que je puisse aller sur place dans chaque paroisse. Donc ça va s'étaler sur plusieurs années, pour pouvoir voir ce qui se passe, entendre ce qui se vit, à la fois dans la vie de l'Église, mais dans un territoire aussi, qu'il soit rural, qu'il soit plus urbain, qu'il soit industriel, voir comment la place de l'Église est perçue et qu'est-ce qu'on attend de nous. Donc c'est l'annonce et la mise en place de visites pastorales de paroisse. Voilà, donc c'est un gros sujet et il faut qu'on s'y prépare bien. Donc on a déjà calé au moins 3 visites dans l'année, avec des dates, et puis on va voir où est-ce qu'on va et comment on s'y prend pour pouvoir rencontrer les chrétiens et voilà, et le lieu.
Et alors dimanche, ce dimanche 20 octobre, il y a la messe de rentrée pour la paroisse de Soyaux et de la vallée de l'Échelle. C'est un temps aussi de rencontre de paroisse. 10h30, oui, à Soyaux. Ouais. Monseigneur, dimanche aussi, il y a une messe d'action de grâce pour le ministère épiscopal exercé par Monseigneur Ricard. Ça se passe évidemment en Gironde, à Bordeaux. On veut souligner l'événement important puisque c'est le départ du cardinal Ricard, donc un moment important pour notre région. Nous en faisons partie de cette région Grande Aquitaine. Donc il y a une messe d'action de grâce et il va partir ensuite dans le diocèse, je crois, de Digne, où il va se retirer dans une vie paroissiale. Après quelques années de bons et loyaux services, et puis un cardinal continuera sa vie de cardinal, je veux dire, par la suite, mais bon, c'est un grand changement pour lui, et je pense que la région, comme la province, nous pouvons être reconnaissants pour tout ce ministère du Père de Monseigneur Ricard. Donc c'est à 16h à Bordeaux. Malheureusement, je ne pourrai pas y aller, contrairement à ce que j'ai annoncé, puisqu'il faut que j'aille à Toulouse chercher notre prédicateur, car le soir même commence une retraite pour les prêtres de la province. Donc je vais chercher le Père Cantalamessa, qui est le prédicateur de la Maison Vaticane, qui vient nous prêcher à Lourdes pour les prêtres une retraite. Voilà. On a un thème ? C'est lui qui le dira en arrivant ? Non, non, pas particulièrement. Alors, Père Cantalamessa est un peu spécialiste, enfin, dans le sens où, pour lui, c'est vraiment la vie dans l'esprit. C'est un capucin, comme le Père Padre Pio, et vraiment la vie dans l'esprit qu'il essaye de décliner et d'encourager avec cette exigence à la fois de conversion, pour des prêtres, puisque nous sommes prêtres et évêques. Il y aura les 5 évêques de la région qui assisteront à cette retraite. Donc je pense qu'on sera à peu près 80 en tout. Donc je dis cela également pour que vous puissiez garder dans votre prière toute cette semaine. Donc la retraite commence ce dimanche soir et jusqu'à vendredi prochain. La vie dans l'esprit, vivre dans l'esprit, vivre l'esprit, c'est vivre la mission finalement, non ? Oui, c'est ça, vivre la mission dans l'Esprit Saint. Et pas simplement inventer une mission qui serait la nôtre. En fait, on souhaite tous pouvoir faire la mission du Christ et de prendre à la fois les objectifs et les moyens que nous inspire l'Esprit Saint. Monseigneur, pour cette deuxième partie d'émission, Éric de Vautour nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Éric de Vautour, vous êtes responsable de la communauté de l'Arche-la-Merci à Courbillac et Jarnac, qui fête cette année ses 50 ans. D'ailleurs, Monseigneur, la semaine dernière, mardi, c'était toujours cette semaine, c'était mardi dernier, 15 octobre, vous avez rencontré la Merci. Un mot sur cette découverte ? Plus, c'était les 3 responsables des trois communautés là, de Charente, ainsi que le responsable provincial. Donc, une rencontre que nous avons 2 fois par an, où l'Arche, en fait, me sollicite pour entendre parler de la vie du diocèse, et je suis très heureux aussi d'entendre les nouvelles un peu de ces communautés. Donc, c'était une rencontre que nous avons régulièrement et qui montre l'attachement réciproque entre le diocèse et les communautés de l'Arche. Donc, communautés qui ont 50 ans cette année. Voilà, en janvier 70, la date exacte. Donc à partir de janvier 2020, nous serons dans cet anniversaire. Mais nous avons lancé nos festivités dès le week-end passé, dont nous allons parler. Parce qu'effectivement, janvier 70, c'est le moment où, sur le site de Courbillac, dans une ancienne ferme, l'aventure de l'Arche en Charente a commencé. L'Arche la Merci d'abord, puis ça a donné naissance ensuite à l'Arche les Sapins et l'Arche à Cognac. Et alors, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'après la communauté de l'Arche à Trolly-Breuil, fondée par Jean Vanier, c'était la 2e communauté à voir le jour, celle de la Merci. Voilà, tout à fait. C'était la 2e implantation en France. Et c'est très remarquable de voir qu'un groupe de familles de Charente, les familles par exemple de Pracontal, famille Boutinet, se sont rassemblées. Et alors que l'Arche n'existait à Trolly que depuis 1964, à Trolly-Breuil dans l'Oise, eh bien, des familles de Charente, dès 67-68, étaient en contact avec Jean Vanier pour le presser de créer une communauté à nouveau en Charente. Alors, cette année anniversaire, ça va être pour vous l'occasion de faire découvrir davantage ce qui se fait chez vous ? Oui, c'est l'occasion de se faire connaître un peu plus. C'est l'occasion aussi de fêter en famille. Quand nous étions dans ce week-end du 5-6 octobre, c'était un peu la fête de lancement pour toutes ces festivités du cinquantenaire. Et nous l'avons fêté dans la famille régionale de l'Arche Sud-Ouest,
Et nous avons rappelé à cette occasion quelques éléments de l'histoire de l'Arche La Merci. Par exemple, un certain nombre de stands faisaient revivre des activités anciennes du CAT, ça s'appelait comme ça à l'époque, de La Merci, telles que le tissage, la vannerie, la mosaïque. Oui, le centre d'aide par le travail. Hein. Voilà, centre d'aide par le travail qu'on appelle maintenant ESAT. Et puis, ça a été aussi l'occasion de projeter un très beau film réalisé avec des personnes de La Merci et qui racontait, sous forme d'un conte poétique, cette aventure des 50 ans de l'Arche à La Merci, avec sa part on va dire, de lumière, de fête, de croissance des personnes, et aussi sa part de souffrance, de déchirure, de blessure parfois. Avec la spécificité aussi de l'Arche, c'est d'être bien ancré dans la foi, justement, oui. Dans la religion. Oui, alors c'est-à-dire que l'Arche a été créée par un homme, Jean Vanier, qui a fondé tout son engagement sur son désir de suivre Jésus. Et pendant toute sa vie au service de l'Arche, il n'a cessé de rappeler ça. Et pour autant, il a toujours eu le souci que les communautés de l'Arche puissent accueillir tout le monde, y compris dans d'autres pays. Les communautés de l'Arche ont pu être à majorité, par exemple, musulmane ou hindoue, etc. Et ça a été un aspect important du message de Jean Vanier, d'inviter de tout cœur les religions à dialoguer, à converser, à vivre ensemble. On peut dire que ça a été l'un de ses thèmes forts par rapport à ce qu'il a eu à dire au monde. C'est pas ce que l'on sait le plus, finalement, de cette action de Jean Vanier, Monseigneur, non? Cet engagement oui. de ce chrétien-là auprès des... je pense que moi j'ai toujours le souvenir de lorsqu'il disait, Jean Vanier, qui avait une parole remarquable pour commenter en particulier l'Évangile, mais de voir comment au départ il y a eu ce lien avec cette personne handicapée qu'il a accueillie comme chez lui, et dans cette alliance avec un pauvre est né quelque chose qui après s'est structuré. Mais il y a véritablement cette question de la personne humaine, de respect de sa personne dans son identité, dans sa particularité. Et là, je crois qu'il y a vraiment un message très évangélique qui est donné au monde, et pas simplement à l'Église. Parce que ça existe, mais l'Arche existe dans combien de pays maintenant? 40 pays dans le monde, oui, il y a 140 communautés, 40 pays dans le monde, sur tous les continents et dans tous les contextes culturels et religieux. D'ailleurs, dès la même année 70, quand l'Arche a eu son deuxième site français, mais dans la même année, l'Arche naissait en Inde et au Canada. C'était en quelque sorte le signal d'une période de croissance. Les années 70 et 80 ont vu éclore beaucoup de communautés de l'Arche dans le monde entier. Alors on a quand même la chance en Charente d'avoir 3 communautés de l'Arche. Aucun diocèse en France ne peut en dire autant. Peut-être trop quand même. Oui, c'est ça. Le diocèse de Beauvais se flatte d'avoir 5 communautés. Mais ça, c'est la géographie qui vaut ça, la présence de Jean Vanier, évidemment, dans l'Oise. Hein. Mais les liens, pour revenir là-dessus, les liens entre l'Arche et l'Église sont très forts, même si l'Arche, de fait, n'est pas un mouvement d'Église, pour les raisons qu'on a dites, ce désir de Jean Vanier d'être en dialogue avec toutes les religions. Mais le lien, et notamment ici en Charente, avec l'Église a été très fort. Le lien avec le diocèse, le lien avec notre évêque, comme on l'a vécu encore mardi dernier. Mais il faut rappeler aussi le lien avec le Carmel de Cognac, puisque la communauté des Sœurs du Carmel faisait partie vraiment du mouvement de fondation de l'Arche. Et le Carmel était en soutien des familles qui demandaient à Jean Vanier cette fondation. Donc le rôle du Carmel, j'allais dire très concrètement dans ces années-là, puis par la prière au long des 50 années, a été déterminant dans l'histoire de l'Arche en Charente et plus globalement dans le monde. Alors, pourtant, à l'Arche de la Merci, alors j'ai pas visité Courbillac, j'ai pas visité les sapins, hein, mais la Merci à Courbillac, vous avez un lieu précis pour exercer le culte finalement. Oui, tout à fait. Alors il y a d'ailleurs 4 ans, en 2015, on a même fêté les 30 ans de notre chapelle, parce qu'il y avait eu dès le début un oratoire, un lieu de prière, etc. Mais dans les années 80, la communauté a voulu se donner au cœur même du site de Courbillac, dans un ancien préau de la ferme d'avant, un lieu d'une chapelle qu'on appelle la demeure, et qui avait été consacrée début 85. Et donc en 2015, on a fêté, comme il se devait, les 30 ans de notre chapelle. C'est un lieu qui est vraiment au cœur de la communauté.
on entend le midi la cloche qui sonne pour appeler quelques personnes à la prière, et on a notre célébration eucharistique du mardi en fin de matinée, mais en rappelant toujours que ça n'a de sens que si ça reste des communautés ouvertes à tous. C'est vraiment le grand souci, et puis c'est un défi, j'allais dire, de chaque jour, hein, d'être à la fois dans ces racines chrétiennes qui sont si fortes, et en même temps dans le désir sincère d'être ouvert à tous, quelles que soient les convictions, quelles que soient les religions. Chacun peut trouver sa place dans la vie communautaire à la merci, quelles que soient ses convictions. Monseigneur? Non, c'est un beau témoignage qui est donné justement à la fois d'une affirmation paisible et tranquille d'une identité chrétienne, avec une église ouverte, enfin une église, avec un lieu de culte et puis une communauté ouverte sur toutes les réalités, et que par aussi, je veux dire, l'ambiance et le climat qui règne dans ces communautés de l'Arche, pouvoir poser question, moins par une parole que par une manière d'être respectueuse de toute personne, y compris avec un handicap. C'est d'autant plus important, nous le savons, que la société elle-même remet en cause la place des plus faibles. Donc je crois que vraiment, là, il y a une parole qui est dite et qui est certes soutenue par l'Évangile et en même temps, véritablement, la dimension de fraternité et un témoignage qui est donné pour l'Église, que toutes nos communautés soient aussi identifiées et en même temps ouvertes à tout homme. Alors évidemment, ce n'est pas écrit comme ça dans les actions de l'Arche, mais c'est ce qui se vit. Hein. Oui, c'est vraiment le message. C'est-à-dire que l'Arche, c'est à la fois des endroits communautaires où l'on vit en communauté, mais ce sont aussi des endroits qui cherchent à faire signe à la société tout entière. Hein. Jean Vanier et les différents responsables de l'Arche ont souvent dit que l'Arche n'était pas une solution pour tout le monde et pour toutes les situations, mais c'était un signe. Et comme le dit le Père évêque, c'est un signe basé sur une expérience vécue. L'Arche n'est pas d'abord un discours, et Jean Vanier n'était pas d'abord un homme de discours, il était un homme de vie, de rencontre, de relation avec les personnes, d'accueil des fragilités, et c'est à partir de ce vécu qu'il exprimait une parole sur la fragilité en général et sur la fraternité en général. Par exemple, mardi dernier, j'ai rencontré les responsables des 3 communautés et nous avons célébré l'Eucharistie avec ce qu'ils désiraient. Mais je peux dire que l'ensemble de la communauté, on l'a rencontré à table. Et ensuite, par le temps de détente, de ping-pong, enfin, je veux dire, c'était ça. Tout le monde n'était bien sûr pas à la messe. Et je veux dire, c'est ça la réalité. Hein. Donc, ceux qui veulent peuvent, parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils sont croyants. Mais que la communauté elle-même est beaucoup plus large que simplement On peut dire aussi que le rapport à la fragilité, qui est un peu dans les gènes de l'Arche, prend une tournure un petit peu nouvelle en ce moment. Et le week-end régional des 5-6 octobre l'a beaucoup marqué, c'est la sensibilité aux questions de développement durable et d'écologie. Et l'Arche en France va très prochainement lancer une initiative auprès de toutes les communautés de l'Arche du pays sur ces questions de l'écologie. Et dans le week-end régional, ça a été fortement marqué. On peut dire que finalement, c'est tout à fait logique que l'Arche se préoccupe de ça, même si notre conversion est encore à faire, il faut être très honnête, la conversion écologique, mais c'est logique que l'Arche s'intéresse à ça, puisqu'en fait, au-delà du projet de faire alliance avec les personnes fragiles, l'enjeu maintenant, c'est aussi de faire alliance avec la terre fragile. Et on a été très frappé que l'homélie de notre évêque le dimanche porte beaucoup là-dessus, y compris une louange à la pluie qui tombait sans cesser ce dimanche matin. Il faut se réjouir de tout, n'est-ce pas? La preuve, c'est qu'on a eu des champignons depuis, donc on ne peut que se réjouir. Ce que je voudrais dire aussi dans l'Arche, il y a à la fois ce souci que vous avez de l'écologie humaine intégrale, comme le dit le pape, donc intégrer les pauvretés, les fragilités. Il y a aussi cette dimension quand même, quand on va au Sapin, quand on va à Cognac, quand on va à la Merci, de professionnalisme, c'est-à-dire c'est de permettre aussi à des personnes handicapées de participer à une production qui est quand même, je veux dire, c'est vrai que ça se visite, hein, je veux dire, les serres des sapins ou l'atelier bois de la Merci, ou toute la sous-traitance. On est vraiment dans un domaine hyper professionnalisé, très encadré bien sûr, mais montrant qu'en fait les plus fragiles ont aussi leur place dans une réelle productivité. Je crois que c'est important à dire. C'est pas simplement on accueille des pauvres parce qu'ils ont besoin de nous, mais aussi on leur donne cette place dans la je crois. Oui, tout à fait. Il y a une dignité retrouvée à travers le travail. Et en effet, comme vous dites, quand on visite les ateliers, on est tout de suite frappé par la fierté que les travailleurs
ont à montrer leur travail, à expliquer pour quels clients ils le font, expliquer que leur palette qui est là va partir au Japon ou aux États-Unis, etc. Et puis de se sentir aussi intégré dans l'économie locale. Bon, l'économie du cognac, en général, est très porteuse pour notre Ouest Charente, mais en particulier pour les ESAT de l'Arche, on est vraiment ancré dans l'économie de la région. Avec aussi le maraîchage qui a une importance. Alors, il y a surtout la production d'horticulture qui est au sapin et qui vraiment, comme vous le disiez, se visite. Enfin, c'est vraiment rien que pour le plaisir des yeux. Ah oui. C'est les serres horticoles de l'Arche et Sapin, c'est vraiment splendide. Donc, c'est surtout à travers ça. Pour le maraîchage, on est moins directement là-dedans, mais il y a quelques petits jardins qui se crée, mais ce n'est pas forcément une activité commerciale et vendue. Avec votre sensibilité à l'écologie, vous allez être obligé d'ouvrir quelque chose, de vous lancer dans le jardinage et c'est effectivement une question. Ce serait d'ailleurs un retour, parce que dans les années 90, l'activité maraîchage et légumerie était une activité de l'Arche Merci. Éric de Vautour, pendant un temps, j'en avais parlé avec Jean Vanier lorsqu'il était venu, l'Arche en général se posait la question des accueillis vieillissants. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que des solutions sont trouvées? On parle du grand âge aussi du côté du ministère. Qu'est-ce qui évolue? Oui, on a beaucoup avancé là-dessus, en effet. Et jusqu'à 2008, 2009, 2010, c'était vraiment un sujet de stress pour nous, dans le dialogue que nous avions aussi avec les autorités, les financeurs publics. Et ça a beaucoup avancé sous diverses formes. C'est-à-dire qu'il peut aussi bien y avoir, par exemple, à la Merci, un foyer qui est dédié à des personnes handicapées vieillissantes qui ont fait le choix de vivre leur retraite dans leur communauté de la Merci. Mais il y a aussi des personnes qui sont en maison de retraite. Et à ce moment-là, le conseil départemental nous a donné un financement spécifique pour accompagner, avec une éducatrice de l'Arche, pour accompagner des personnes dans leur vie en maison de retraite, ce qui est également très apprécié par les directions des maisons de retraite concernées. Et puis, il y a aussi quelques personnes qui vivent une retraite heureuse en famille d'accueil. Donc, heureusement, par le dialogue, on a pu diversifier les solutions. Le département a aussi créé des unités, des UPHV, comme on appelle dans le jargon, des unités personnes handicapées vieillissantes dans des maisons de retraite. À Jarnac, à Mérignac, par exemple, il y a de très beaux exemples de ces unités très réussies. Et certaines personnes de l'Arche La Merci vivent leur retraite dans ces unités. Donc du progrès pour accueillir ces personnes jusqu'au bout, finalement. Oui, tout à fait, de plus en plus. Et sous des formes diverses et en écoutant aussi la parole de la personne. Il ne faut pas avoir un a priori sur le fait que les gens vont nécessairement vouloir rester tout le temps dans l'Arche ou nécessairement aller vers telle autre solution. Il faut une ouverture et puis accompagner la personne. Actuellement, par exemple, dans notre foyer personnes handicapées vieillissantes, nous avons une des personnes accueillies qui fait son 2e stage dans une maison de retraite, dans l'EHPAD Rabbi Barboteau de Segonzac, pour peut-être un jour être candidat à aller dans cette maison de retraite. Donc il faut rester très ouvert et à l'écoute de la parole des personnes. Quel est le prochain rendez-vous là, de ces 50 ans, Éric de Vautour? Alors, en janvier, on n'a pas encore daté, mais en janvier, il y aura certainement un grand gâteau d'anniversaire d'une façon ou d'une autre. Et probablement l'invitation de notre ami Adriano da Silva, qui a été le directeur fondateur de la communauté. Par contre, ensuite, à la fin du mois de mai, nous aurons l'occasion d'aller fêter ça avec toutes les communautés de l'Arche en France. Alors, les communautés de l'Arche en France ne se réunissent pas autour de nous, c'est ce qu'on a appelé une archifête à Strasbourg à la fin mai 2020, mais la communauté de la Merci ira dans l'idée de marquer son cinquantenaire en faisant la fête en famille, avec toutes les communautés de l'Arche en France. Ensuite, il y aura d'autres occasions, notamment dans un an, un peu moins maintenant, le 26 septembre 2020, sur le site de Courbiac, la grande fête de nos 50 ans, où là, un grand nombre d'anciens assistants et personnes accueillies seront invités à venir célébrer, à venir jubiler autour de ces 50 années passées. Puis après, il y aura probablement un pèlerinage communautaire qui viendra clore tout ça au printemps 2021. Bon, tout un programme, donc 50 ans qui court sur presque 2 années finalement. Une année et demie de célébration et de jubilé. Merci beaucoup Éric de Vautour. Merci aussi Monseigneur Hervé Gosselin. Merci à l'Arche. Merci Père.